y a quelques semaines, vous avez raison de le rappeler, le CHU de Grenoble a fait face à une situation dramatique, le suicide d'un praticien hospitalier. Dès que j'en ai été informée, j'ai diligenté le médiateur national, Édouard Couty, pour me faire un rapport de situation. Ce rapport, que je rendrai public, a permis de mettre en lumière des situations graves de harcèlement au sein de cet établissement. Encore aujourd'hui, les praticiens nous font remonter des difficultés, des tensions, la pédiatrie étant la dernière en date. Aujourd'hui, si on en est là, c'est bien parce que la charge qui repose sur nos épaules de médecins est trop lourde. Ça peut expliquer la souffrance parce que les gens ne trouvent plus de sens à leur travail, surtout. C'est ça le problème. On a un gros problème de maltraitance managériale. Nous avons fait ce métier pas pour être rentable, mais pour soigner. Nos enfants sont en danger, soignants, épuisés. Nos enfants sont en danger, soignants, épuisés. Nos enfants sont en danger, soignants, Le 2 novembre 2017, Laurent Sellec, neurochirurgien de 36 ans, met fin à ses jours dans un bloc opératoire du CHU de Grenoble. Laurent me manque au quotidien, quoi. Il y a pratiquement pas un jour où je pense pas à lui, quoi, en fait. Je pense à lui tous les jours, en fait. Laurent était un collègue clé de l'activité de l'hôpital Couple-Enfant, quelqu'un qui était une ressource. De toute façon, il a laissé un grand vide pour ses collègues chirurgiens, grand vide pour les anesthésistes et grand vide pour la communauté pédiatrique. Je connais beaucoup les hôpitaux parce que j'ai eu des problèmes dans ma vie. J'ai jamais rencontré de médecin comme ça. Ça, c'est certain. J'ai sur mon bureau le rendez-vous suivant qui était fixé au 11 septembre 2018. Et chaque fois que je vois cette convocation, je dis « mais c'est pas possible. Comment ça se fait ?» Il était si compétent, si chaleureux, humainement, il avait des qualités extraordinaires, peu courantes, je dirais. Non, il nous reste juste le chagrin, l'absence, le manque qui sont terribles. Édouard Couty, médiateur national, rend son rapport le 30 novembre 2017. Un rapport plutôt sévère. Je ne porte pas de jugement de valeur sur la gouvernance, je porte du jugement de valeur sur quiconque d'ailleurs. J'ai simplement dit qu'il y avait un certain nombre de choses, de pratiques, de management, d'organisation qui méritaient d'être modifiées. Voilà. Pour moi, ça s'arrête là. Il n'est pas sévère, il n'est pas, il condamne pas. Il dit simplement, à partir des constats qui sont faits, il faut changer un certain nombre de choses. La situation au CHU de Grenoble a été évoquée lors de la journée scientifique de l'Association nationale Jean-Louis Ménien. Le harcèlement, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais que derrière le harcèlement, les suicides se cachent un nombre. Et donc quand moi je me suis rendu sur place après le suicide de Laurent Sellec pour soutenir une collègue néphrologue qui était convoquée par la direction, qui était tellement en situation de désespérance qu'elle était stressée rien qu'à l'idée de rentrer dans le CHU de Grenoble. Elle était en arrêt déjà depuis plusieurs mois. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la maltraitance et le harcèlement concernaient beaucoup plus de services que je ne le pensais. L'oncologie, la néphrologie, la réanimation, la pédiatrie, la pharmacie. Donc c'était vraiment une part très importante du CHU qui était en souffrance.
La réduction du personnel fait qu'un soignant devient un pion que l'on déplace d'un service à l'autre. À l'hôpital, on appelle ça la mutualisation. Actuellement, il y a un turnover des personnels qui est trop important parce que les gens fatiguent, parce que les gens démissionnent, parce que les gens sont mutés d'un service à l'autre très facilement. Pour les infirmières de bloc opératoire aussi, elles sont actuellement très malheureuses. Elles sont prêtes à partir pour un nombre d'entre elles parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans leur activité. C'est-à-dire que je leur demandais d'aller faire telle spécialité, elles disent bon, on est là comme serait un intérimaire. Mais elles ne peuvent pas s'impliquer de la même façon dans un bloc que quand elles sont toujours dans la même spécialité. Et c'est un problème en soi. Et c'est là, ça peut expliquer la souffrance parce que les gens ne trouvent plus de sens à leur travail surtout. C'est ça le problème. Quand vous trouvez du sens à votre travail, vous pouvez vous impliquer fortement dedans. Quand vous trouvez que votre travail n'a plus de sens, vous dites mais qu'est-ce que je fais là ? D'être dispatché dans plein de services et de changer tous les jours, c'est pas possible pour nous. On met en danger les patients, les soins on les connaît pas. Même si on a un œil clinique parce qu'on a été formé, on n'a pas tous les réflexes en fonction des pathologies qu'on peut rencontrer dans tous les services. On a des patients qu'on soigne et la sécurité, c'est aussi tout ce qu'on leur administre comme traitement. Donc si on n'est pas en sécurité, ils ne le sont pas non plus. Moi j'ai vu la bascule où effectivement, avant d'être près des patients, les soignants sont près des ordinateurs. Le bon sens s'est perdu. Et on court après les soins, donc ça rend une frustration énorme pour les équipes, en fait, culpabilité et frustration. L'impression de ne pas faire le travail correctement, pas aller jusqu'au bout des choses. Ouais, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Quand on a des patients qui ont des pathologies qui sont graves, on ne peut plus. On pose le médicament sur la table et on passe à l'autre patient. Et ça, c'est pas normal. C'est pas ça notre métier. C'est pas pour ça que moi, en tout cas, j'ai fait l'école. J'ai plus envie de faire ce métier pour ça. Il y a 2 de mes collègues récemment en pédiatrie qui ont dit qu'il n'y avait pas un jour où elles ne venaient pas à l'hôpital sans croiser quelqu'un dans les couloirs qui avait la larme aux yeux, qui était épuisé, fatigué. Et ça, c'est vraiment ça, notre quotidien. Que ce soit les médecins, les infirmières, donc les puéricultrices chez nous, les oxypuéricultrices. Il n'y a pas un jour sans qu'on rencontre quelqu'un qui est juste à bout, en fait, mais qui va travailler, quoi. Qui est fatigué, qui n'en peut plus, mais qui va être là, qui va assurer sa journée. Mais en repartant le soir, avec le sentiment de peut-être pas avoir tout fait bien. Et ça, c'est difficile, ouais. Au CHU de Grenoble, le corps médical déplore que les décisions prises par la direction lui soient imposées sans concertation. Le diable est dans les cloisons. On a mis trop de cloisons dans l'hôpital. Trop de cloisons, on a trop sectorisé, trop enlevé du lien entre les équipes médicales et paramédicales, entre les différents corps de métier, parce que de toute façon, voilà, des décisions étaient prises par corps de métier, par des directions différentes, un peu cloisonnées, et ça, c'est partout. Donc rétablir le dialogue, et puis apprendre à parler le langage des autres. Quand on est gestionnaire et qu'on n'a pas appris ce que c'était que le métier de médecin et de soignant au quotidien, c'est quand même très compliqué d'appliquer des recettes qui ne peuvent pas marcher dans tous les secteurs. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on nivelle les choses sans s'intéresser à des populations spécifiques. À la fatigue physique, aujourd'hui s'ajoute cet isolement, ce cloisonnement que l'on vit, ce stress, donc une fatigue psychique importante, quoi, en fait. Il y a un questionnement au quotidien, est-ce que je vais y arriver aujourd'hui, est-ce que je vais y arriver demain Voilà, donc c'est pour ça, pour vous dire qu'actuellement, la façon dont j'exerce mon métier, elle correspond quand même pas tout à fait à mes convictions et c'est une souffrance pour moi. À Grenoble, comme dans d'autres hôpitaux, les équipes médicales sont soumises à une pression financière permanente. Elles doivent être rentables. Je crois qu'il faut faire confiance aux médecins. Nous avons fait ce métier pas pour être rentable, mais pour soigner. On s'en fout de la rentabilité, pour être très clair. On n'a pas de retombées sur notre salaire, on n'a pas d'intéressement, on n'a pas de prime.
Donc si vous voulez, comme on nous dit qu'il faut être plus rentable, on ne le prend pas comme ça. Par contre, ça peut être une réflexion sur une meilleure organisation. Et ça, on l'entend. Et donc à ce moment-là, si c'est une meilleure organisation, ça va être une meilleure efficience, et donc ça va retentir sur le patient. Donc on est vraiment dans ce schéma-là. On a la pression économique, et justement, comme on l'accepte pas pour pouvoir faire notre métier correctement, elle nous pèse beaucoup. Donc ça, on est tous bien conscients de ces contraintes. Sauf qu'il y a une façon, de mettre en place ces contraintes, de les faire vivre au quotidien aux soignants, et une façon de donner du sens au travail de chacun. Et de baser un management d'un hôpital uniquement sur ces contraintes, là, ça devient délétère. C'est ce qu'on reproche à notre direction à l'heure actuelle. C'est la façon dont les choses nous sont imposées. C'est de pas nous donner le choix. On est tout à fait prêt à... Enfin, on entend qu'on doit faire des choix à un moment de stratégie médicale, est-ce qu'on développe une activité, mais qu'on nous laisse l'opportunité d'en discuter entre nous et de le décider nous-mêmes, pour le bien du patient la plupart du temps. C'est pas en vie personnelle. Donc c'est ce qu'on reproche, c'est que les décisions sont prises dans notre dos, sont prises sans aucune transparence, aucune. Et surtout, on a vraiment l'impression que maintenant, entre la direction et les services, il y a un réel fossé qui est créé justement par cette nouvelle gouvernance qui est sortie en 2005-2006. Elle nous a rebâti les oreilles en disant qu'on allait nous apprendre ce que c'était que l'efficience. J'avais dit à l'époque à la directrice adjointe qui nous expliquait cela que l'efficience, je savais ce que c'était, c'est faire la même chose ou faire plus avec moins de moyens. Donc le message était tout à fait passé dans ce terme efficience. Et on a voulu appliquer l'efficience aux hôpitaux. Et tout ce qui est fait la finesse de la prise en charge des patients et ce qui tout fait la qualité d'aller dans un sens médical des choses a été gommé par cette efficience. Je pense par exemple à la prothèse de hanche. On reçoit à l'hôpital beaucoup de personnes âgées qui tombent, qui se fracturent une hanche. Il y a parce qu'on n'a pas à disposition suffisamment de blocs d'anesthésie. Les patients attendent des fois 3, 4, 5 jours pour être opérés. 3, 4, 5 jours sur un lit de douleur. On sait clairement, toutes les études ont montré que plus on opère tôt, moins il y a de complications, de risque de décès. La fracture de hanche est une cause de décès non négligeable de la personne âgée. Donc pour vous dire que voilà, ça c'est un exemple clair de contraintes budgétaires, d'une pseudo-réorganisation qui n'a été basée que sur des arguments financiers. Et en aucun cas, on a impliqué les médecins ou les soignants pour voir si effectivement c'était une réorganisation qui avait un sens sur le plan prise en charge du patient. Et donc, on a des patients qui sont mis en danger. On est là pour soutenir 2 pédiatres donc, qui sont épuisés physiquement, moralement, donc des médecins très investis auprès des enfants. Et on trouve ça complètement injuste. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a plus de médecins pour suivre nos enfants. Et on est livrés à nous-mêmes. Voilà. Et on est là pour manifester notre colère et soutenir les 2 médecins qui sont aujourd'hui absents. Voilà. Vous avez, vous, un enfant qui est suivi par le docteur Hans Spiteri. Moi, je l'ai vu d'année en année se fatiguer de plus en plus, en fait. Hein. Voilà. Ah oui. Je trouve que surtout ces 3 dernières années, je l'ai trouvée de plus en plus éteinte, en fait. Alors que c'est une boule d'énergie, elle est formidable avec les enfants, avec les parents aussi, parce que ça demande de la patience, voilà. Même avec les parents. Et voilà, j'ai trouvé qu'elle était très 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 fatiguée, très très fatiguée. Donc voilà, moi ça me touche beaucoup et puis ça me met en colère, voilà. Donc c'est pour ça qu'on est là et on est solidaires et c'est normal d'être là, voilà. En 15 ans, le nombre de petits patients en diabétologie est passé de 60 à 260. Des enfants de plus en plus jeunes, suivis par seulement 2 médecins, loin des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Ces 2 médecins demandent à la direction du CHU des moyens supplémentaires depuis plusieurs années. Aujourd'hui, si on en est là, c'est bien parce que la charge qui repose sur nos épaules de médecins est trop lourde à supporter que voilà, qu'on a dû suspendre l'activité et qu'on n'a plus été capable, même en puisant dans les dernières ressources, de continuer
à prendre soin de toutes ces familles et des enfants qui nous étaient confiés. Moi, je pense que je peux dire que depuis plus de 6 mois, je viens travailler vraiment avec une boule au ventre, une angoisse permanente de ne pas réussir à finir dans les temps, de ne pas réussir à finir l'activité, répondre aux patients, répondre aux collègues, répondre aux avis, parce qu'on a aussi des mails pour des avis qui viennent de l'extérieur, et de ne pas réussir à le faire dans une journée de 10 heures et de devoir mener de front tout ça. Cette dernière année, le soir, il y a 3 mots qui résumaient la journée de Clémentine. Alors c'était comment? C'est non-stop. Mais elle ne pouvait rien dire de plus, c'était non-stop. C'était non-stop, voilà, donc c'était le seul moment de pause qu'elle aurait pu avoir, c'était pour déjeuner, mais c'était un quart d'heure, et au mieux c'était avec une collègue, Anne, pour discuter de dossier. Elles sont allées au bout du bout, et même à la fin, elles ne voulaient pas s'arrêter. C'est le médecin du travail qui leur a demandé. C'est ça qui s'est passé. Elles ne voulaient pas, elles ne pouvaient pas le faire. Le déclic, je crois que le déclic, là où j'ai pris conscience, c'est avec le décès de Laurent Selleck, qui s'est suicidé à l'hôpital dans le bloc opératoire, un neurochirurgien pédiatrique. Et là, j'ai pris conscience de la gravité dans laquelle, quelles sont les issues en fait possibles de ce surmenage, puisque j'avais pris conscience qu'il s'agissait d'un surmenage institutionnel pour Clémentine et Anne. Les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes, ils sont objectifs, c'était pas des problèmes personnels. Et là, je me suis dit, les issues, c'est ça. Les issues, elles sont graves. Si on va plus loin, c'est ça. Ou alors, c'est les divorces, ou c'est les explosions de famille, les souffrances des enfants, les souffrances des... Et donc là, j'ai dit, c'est plus possible comme ça. Soignants, épuisés, nos enfants sont en danger. Soignants, épuisés, nos enfants sont en danger. Soignants, épuisés. Je suis triste. Là, mon sentiment, c'est d'être triste parce que ma femme, c'est une soignante et elle s'est battue toute sa vie pour pouvoir faire ce métier et pas pouvoir le faire dans des bonnes conditions et de pas être là près de ses patients. En fait, je suis en train de ressentir ce qu'elle ressent. Et même si je vis ça depuis 10 ans, aujourd'hui, en étant au milieu d'eux, je suis triste et en même temps, j'aimerais que les choses elles changent. Mais en même temps, je ne sais pas si ça va aboutir à quelque chose. Et je suis inquiet, triste et inquiet. En tant que soignant et animé par cet unique objectif de soigner et de soigner bien, je suis extrêmement interpellée ou blessée, je ne sais pas comment il faudrait dire, malmenée peut-être, par le fait que, voilà, en 15 ans d'exercice, jamais personne, à aucun niveau que ce soit, ne s'est jamais soucié de savoir si je soignais bien, si je soignais dans de bonnes conditions, si j'étais compétente, si je mettais en œuvre tout ce qui était possible dans mon époque avec les progrès pour offrir aux patients qui m'étaient confiés par mon établissement les soins de la meilleure qualité auxquels ils avaient droit. J'entends bien à mon niveau qu'on est dans des contraintes budgétaires, qu'il faut bien que ce soit déposé entre les mains de quelqu'un, mais on ne peut pas nous demander uniquement à nos soignants d'être dans un souci de rentabilité financière. Notre devoir de soignant, il n'est pas là. Notre devoir de soignant, il est de soigner et de soigner bien. La direction générale du CHU a refusé de répondre à nos questions, mais elle a accordé un entretien à France Bleu Isère. Là, effectivement, diriger un hôpital dans ces conditions-là, c'est plus possible. Donc il faut qu'on modifie la gouvernance et il faut qu'on ait des mesures fortes dès le début de l'année 2018. Dans ces très très grandes maisons, il est extrêmement difficile de communiquer parce que les relais que nous avons sont parfois défaillants. Et donc les messages qu'on passe sont souvent travestis. Quand je vois que les praticiens pédiatres nous décrivent comme une direction qui ne travaille que dans une logique financière, qui déplore que les jeunes patients ne soient pas suffisamment hospitalisés, qui inciterait à faire des actes inutiles, je ne me reconnais absolument pas dans ce mode de management et j'indique que ce sont des propos que je n'ai jamais tenus. Donc ça aussi, je souhaite l'affirmer haut et fort. Sur le plan managérial, effectivement, on a un gros problème de maltraitance managériale, je dirais de dénigrement du corps médical. On a l'impression que depuis plusieurs mois, clairement, les médecins sont pointés du doigt un peu comme les personnes qui mettent en péril l'institution,
qui ne permettent pas le développement de l'activité. Donc en étant sous pression constante, on nous demande on nous tient à un discours de logique comptable. Si vous avez trop dépensé, il faut réduire certaines activités. Et les activités qui sont les moins rentables, entre guillemets, pour l'hôpital vont être des consultations, par exemple, plus ou moins longues, vont être tout ce qui n'est pas de l'hospitalisation pure, donc de la prévention, par exemple, de l'éducation thérapeutique pour les patients. Donc tout ça induit une baisse des moyens que nous octroie l'hôpital, sur le plan du secrétariat, sur le plan du nombre de médecins. C'est l'exemple type de ce qui s'est passé en pédiatrie. Quand il y a des bons élèves, ils ont un smiley vert, et quand il y a des mauvais élèves, c'est un smiley rouge, quoi. Donc nous, on adore ça. Moi, je suis très joueur, donc ça me rajeunit, parce que j'ai l'impression d'être un gosse qui reçoit des bons points. Enfin bon, ça c'était pour rigoler, mais c'est pas drôle du tout. C'est valable pour la biologie, mais c'est valable aussi pour tous les services. Et on oublie qu'en fait, au bout d'un moment, on ne peut plus, parce que si on nous demande toujours de faire plus avec de moins en moins de moyens, au bout d'un moment, il y a une rupture. Et donc, c'est peut-être ce qu'on est d'ailleurs en train de vivre, pas simplement à l'hôpital de Grenoble, mais dans beaucoup de CHU actuellement. Il faut que nos directeurs aient des méthodes de management qui soient modifiées. On leur a inculqué beaucoup d'économies depuis quelque temps, et on n'a pas inculqué ce management humain. On est dans des chiffres économiques, dans des taux de marge, dans des taux de charge, des choses comme ça. Mais effectivement, le management, à l'heure actuelle, ne met pas l'homme au milieu. Ce système n'a aucun égard. Peu importe les motivations personnelles, peu importe que quelqu'un veuille faire de la médecine avec beaucoup d'humanité. Non, il faut que le service marche, donc il faut que le plateau technique tourne, il faut qu'il y ait la rotation des malades, il faut qu'il y ait des résultats qui finissent, additionnés les uns aux autres, par nier toute dimension de la volonté humaine de ces gens qui ont décidé de faire ce métier. Parce que je ne pense pas que ce soit une vocation, c'est une passion, mais il faut qu'ils se déshabillent de leur passion, en fait, pour pouvoir survivre. Dans de très nombreux endroits, il y a évidemment cette dimension économique, parce que nous sommes tous soumis à cette pression. Mais il y a aussi, et dans la plupart des cas, des considérations qui sont liées à la dimension humaine, à la qualité de vie au travail, à la qualité des soins, qui sont aussi des aspects essentiels. Suite au rapport Couty, il y a une lettre de soutien à la direction générale qui a été signée par 12 chefs de pôle. Vous n'avez pas signé cette lettre. Pour quelle raison ? Je n'ai pas signé cette lettre. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas donner un quitus à cette direction générale qui a un management inhumain. Si vous faites votre enquête, vous pourrez voir qu'il y a beaucoup de directeurs qui ont quitté le CHU de Grenoble. Ils étaient dans les mêmes conditions que nous. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à pouvoir s'exprimer, ils ne pouvaient pas arriver à gérer normalement les choses. Et comme ils étaient plus près de nous, puisque c'était en particulier des directeurs référents, c'est-à-dire des directeurs qui gèrent le pôle avec nous, ils étaient dans une situation aussi très difficile, parce qu'ils comprenaient nos demandes et qu'ils ne pouvaient pas les satisfaire. Donc je crois que je l'ai dit à Madame la directrice, Madame le directeur général, il y a même 1 an, qu'on ne peut pas continuer comme ça sur le plan du management. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai pas signé cette lettre avec 2 ou 3 collègues. En 2009, la loi HPST, Hôpital public, santé territoire, a donné tout pouvoir au directeur d'établissement au détriment des médecins. C'est sûr que cette loi HPST que l'on dénonce est un des éléments à l'origine du problème, et puis il y a la T2A, bien entendu, parce que la T2A, c'est la tarification de l'activité, donc c'est une course à la consommation d'actes médicaux, c'est une course à la quantité. Peu importe la façon dont sont prises en charge les patients, il faut faire du chiffre. Et si on ne fait pas du chiffre, on se fait taper sur les doigts. Et si on veut bien faire son métier, on est obligé de se faire taper sur les doigts, parce que bien faire son métier, ça demande de la réflexion, ça demande du temps, ça demande de l'échange avec les patients, ceux dont les directions ne veulent pas entendre parler.
Donc tous ces éléments mis bout à bout font qu'on arrive à une situation de souffrance généralisée, de harcèlement, de maltraitance, avec les conséquences que ça a sur le plan social, sur le plan médical, hein, puisque, bien entendu, derrière, il peut y avoir des défauts de prise en charge, des pertes de chance, des fautes hein, en termes de traitement, de posologie. On en a parlé aujourd'hui durant cette journée. Christelle Maza est avocate. Elle défend de nombreux médecins victimes de maltraitance dans différents hôpitaux en France. Un médecin, il ne s'engage pas pour faire de l'acte à la chaîne à l'hôpital. Il s'engage parce qu'il aime l'humain, parce qu'il veut soigner et parce qu'il est là dans le souci de la personne. Donc plus on restreint ce temps de soins à un médecin, et plus forcément il se retrouve dans un travail qui n'a plus le sens qu'il attendait quand il est rentré à l'hôpital public. Et cette perte de sens, en fait, le met dans un conflit violent. Et pourquoi éthique? Parce que dans la notion de soin, il y a forcément la notion d'éthique. Il y a l'altérité, la confrontation à l'autre, le soin, et puis le médecin, il est là aussi pour sauver des vies, alors sans aller jusque-là, il est aussi là vraiment pour soigner, pour faire que les gens aillent mieux. Donc c'est quelque chose de très très noble. Et quand aujourd'hui on vous met dans un travail à la chaîne, comme sur une chaîne de montage, et qu'on vous dit, bon, aujourd'hui vous faire 15 actes, j'en ai rien à faire de Madame Michu, comment elle se sent, etc. Ce que peut penser peut-être un gestionnaire qui lui n'a pas ce rapport à l'humain, ces deux cultures s'affrontent en fait et ne peuvent pas se comprendre. À partir de 2007, il y a eu un tournant gestionnaire dans l'administration en général et depuis, les politiques publiques s'engagent vers pas une disparition, mais un amenuisement du service public et de l'interventionnisme. Donc on est clairement en train d'assister à une mutation du service public de la santé, mais qui n'est pas forcément clairement indiquée. C'est que à terme, on sait qu'on veut faire disparaître de grands pans de l'hôpital public pour le basculer dans le privé, parce que l'État n'a plus ou ne veut plus se donner les moyens d'un service public égalitaire de santé. La direction générale du CHU a systématiquement refusé de répondre à nos questions, comme elle nous a interdit l'accès à l'hôpital. Mais elle nous a transmis quelques éléments d'information. Des rencontres entre administration et soignants ont lieu, même si la formule « faire des économies » reste d'actualité. Des moyens supplémentaires seront accordés aux 2 endocrinologues pédiatres en burn-out, 1 poste et demi en paramédical, 1 interne supplémentaire et 1 médecin endocrinologue arrivera en novembre prochain. Mais le climat reste tendu au sein de l'hôpital. Au moment où nous terminons ce film, ce sont au total 8 soignants qui manquent en pédiatrie, dont 3 sont en burn-out et 2 en arrêt maladie. Depuis le suicide de Laurent Sellec, un brancardier et un interne en cancérologie ont tenté de mettre fin à leur jour en décembre 2017 et février dernier. Un étudiant en médecine s'est suicidé fin janvier 2018.